pas spécialement située dans la sphère théâtrale. Mais justement, voilà, Chloé finissait par parler des conflits mémoriels, des mémoires concurrentes donc, entre une culture savante et une culture protestataire. Et donc voilà, c'est sur cette fragmentation des mémoires que je pense que je vais m'engager. Et donc parce qu'à l'intérieur d'un même, chez un même spectateur et a fortiori dans une même salle, il peut y avoir des positionnements, des mémoires, des vécus qui sont très différents par rapport à la nudité et qui vont rendre la question extrêmement clivante. Est-ce que je vais essayer de restituer C'est l'écho à comment je regarde. Voilà. Chacun on a notre bagage. C'est ça. Et voilà, l'écho pour continuer voilà, cette proposition qu'on fait, c'est de peut-être évoquer rapidement, parce que je ne peux évidemment pas prétendre à l'exhaustivité, les usages, les pratiques et les représentations du nu qui vont complètement influencer et modeler la façon dont les spectateurs vont recevoir la question du nu. Et donc voilà, parce que c'est des mémoires et des pratiques et des usages qui sont concurrentiels. Et aussi, je vais juste rapidement nommer je vais m'intéresser autant aux mythologies politiques qu'à la culture visuelle. Donc la culture visuelle, c'est un nouveau terme pour un peu élargir le champ de l'histoire de l'art. Et donc, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à toutes les images et à comment elles circulent, mais donc ça met sur un peu le même plan, si vous voulez, la peinture classique, la photographie, l'anthropologie, le dessin, la publicité, les jeux vidéo, les clips, les cabarets, le cinéma, le porno, la performance et le théâtre. Et en fait, c'est toutes ces sphères-là, elles ont, même si elles n'ont pas exactement le même poids de légitimation culturelle, elles vont toutes expliquer ce que ça, elles vont toutes influencer ce que ça veut dire et construire le nu en ce moment. Et donc, je ne suis pas ici spécialement ni l'avocate du nu, ni là pour l'incriminer, mais donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comprendre sa polysémie. Et aussi, j'adopte un positionnement féministe, c'est-à-dire que je cherche à politiser les rapports de pouvoir en utilisant l'axe du genre et aussi de la sexualité. Donc, je vais procéder donc, en deux temps. D'abord, on va essayer de dénaturaliser le nu, parce qu'il est devenu comme le dernier vecteur dans des sociétés qui sont dites ultra-technologisées de la nature. Donc, on va lui assigner toutes les significations naturelles ou de la biologie, on va les plaquer sur le corps nu. Et ensuite, on va essayer de comprendre les instrumentalisations politiques autour des corps nus, qu'on a déjà voilà, pas mal esquissé ici, on a déjà pas mal esquissé. Et voilà, mon objet c'est de poser quelques jalons et aussi de préciser que donc il n'y a pas de corps nu sans corps habillé, hein, ce qui est important en fait, c'est le rapport de pouvoir entre les corps nus, les corps habillés et les personnes qui regardent. Il n'y a absolument aucune valeur, enfin c'est mon hypothèse en tout cas, du corps nu en soi. Ça ne veut rien dire. Parce qu'on peut lui faire dire absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même au sein de la même culture, c'est-à-dire la culture, ici on va prendre comme exemple la culture chrétienne, le nu c'est à la fois la plus sainte pureté, ça peut être la pureté, mais comme la luxure. Voilà, ça dépend totalement de quel discours et quels auteurs et à qui on s'adresse. Et en fait, donc ce qu'il faut comprendre, c'est quels autres éléments viennent signifier et viennent faire dire quelque chose au nu. Et que, en fait, la pureté et la sainteté peuvent exister en même temps. Enfin, je veux dire, on peut autant, la même personne peut soutenir que le nu c'est la pureté et que le nu c'est la sainteté. Je veux dire, c'est pas parce que ça paraît opposé que c'est pas exclusif en fait. Je veux dire, ces discours et ces mémoires, ils coexistent dans l'espace social. Et ils vont pas, je veux dire, l'une des significations n'efface pas l'autre. Et donc le corps nu dans la peinture classique, c'est l'allégorie de la vérité. Donc on l'a vu dans une tradition néoplatonicienne, voilà, entre autres. Mais ça peut être aussi une vanité. Si c'est un corps nu âgé, ça sera une réflexion sur le temps qui passe. Donc voilà, il y a vraiment, voilà, c'est pour dire qu'il n'y a vraiment pas de signification ou de valeur intrinsèque du corps nu. Et il y a effectivement beaucoup d'usages érotiques ou pornographiques du nu, mais le corps nu n'est pas intrinsèquement sexuel. C'est parce qu'il est souvent associé à des contextes d'excitation sexuelle qu'il est sexualisé. Mais il n'est pas, un corps nu n'est pas... voilà, et ça va être justement dans le jeu avec ce qui est montré ou révélé qu'on va avoir un processus de sexualisation du corps nu. Mais en soi, une nudité, voilà, elle peut aussi référer donc, à la sainteté, au baptême, à la mort, à la résurrection.
voilà, toutes ces significations qui ne sont pas spécialement sexuelles. Je dis aussi parce que ce qui est révélé, mais aussi justement quand on parle du spectacle vivant, c'est à comment c'est révélé. Bien sûr, c'est tout le jeu entre qu'est-ce qu'on va couvrir. Et en fait, la nudité complète, elle est extrêmement rare. Bon, là, quand on parle de nudité, on parle de nudité partielle en fait, en général. C'est très rare, à part effectivement dans certains spectacles, mais qu'il y ait des nudités complètes. Mais on va englober dans la nudité, souvent, en tout cas dans la peinture classique, des femmes qui sont à moitié dévoilées. Mais en fait, une nudité, c'est juste quand on transgresse ce que ça veut dire d'être habillée. Voilà. Elle a de rapport que par rapport au corps habillé. Et donc, désormais, les significations spirituelles attachées à la nudité, donc dans des sociétés où la culture chrétienne ou catholique, elle perd un peu de son influence, elles sont comme en train de diminuer. Donc c'est-à-dire que quand on voit un nu, on pense, bon, à part la manquette de vitesse, donc vous pouvez penser au baptême, mais c'est vrai que c'est pas la signification qui nous vient en général en premier. Et donc c'est les significations biologiques, ou la façon dont les corps sont médicalisés et biologisés, qui vont prendre plus d'importance. Parce que donc, je vous dis que le corps il est naturalisé parce que c'est le corps intime opposé au corps social et qu'il est devenu donc, un emblème de la nature, de la vérité de la médecine ou du discours scientifique. Et donc, et si je vous dis ça, c'est que en fait, une grande partie de notre système social est configurée par donc une sorte de réductionnisme génital, c'est-à-dire à la naissance, selon les organes génitaux de l'enfant qui naît, il va être assigné à un genre et donc à un destin biologique. Et donc, mais si vous voulez, c'est vraiment, bon, enfin, ça fait disons, assez longtemps que ça existe, mais c'est-à-dire qu'on va vraiment placer dans le corps et les organes génitaux, surtout les organes génitaux, une sorte de vérité qui va ensuite configurer voilà, la vie d'une personne. Et aussi, en plus de ce réductionnisme génital, la complémentarité pénis-vagin vient aussi comment dire, naturaliser l'évidence de la sexualité hétérosexuelle. Donc on fait dire au corps nu qu'à la fois la sexualité hétérosexuelle, elle est naturelle parce qu'on aurait des organes génitaux qui seraient complémentaires et en même temps qu'on a des organes génitaux qui sont complètement différents et qui vont donc comment dire, créer des destins et des rôles sociaux extrêmement différents. Et donc ça, c'est une montée en puissance du discours biologique qui, à partir du 19e siècle, va poser un discours médical et un discours scientifique sur le corps. Avant, ça n'avait pas du tout la même... c'est vraiment un phénomène du 19e siècle, ce regard médical et ce regard biologique sur le corps. Et ça, c'est corrélé c'est évidemment corrélé à un regard, enfin le regard médical et biologique sur le corps. Il vient du XVIIIe siècle, il vient du début des théories raciales. Avant, on n'avait pas l'idée de considérer le corps comme un lieu de vérité en fait. Mais le développement de certaines technologies comme l'anthropométrie ou l'anatomie comparée va donner une signification biologique et médicale au corps qui n'a cessé par contre ça de gagner en puissance à partir du 19e siècle. Donc voilà, le corps il est... les corps nus sont donc insérés dans des chaînes d'éléments sociaux, étatiques, dans des institutions qui vont lui donner une vérité. On va faire parler le corps nu à travers une série d'institutions sociales, de pratiques sociales et de rituels. Donc voilà, là j'espère que que la dénaturalisation que j'ai à opérer, parce qu'en 8 minutes c'est un peu dur, et donc par contre, donc, ce qui est intéressant, ce que je vous dis, c'est comment le corps nu il est enchaîné dans des systèmes de pouvoir et de signification. Et parce que par contre, voilà, c'est un vecteur de pouvoir. Donc quand on voit du nu, il faut toujours se demander évidemment qui est nu, mais surtout qui est habillé, qui a le pouvoir de couvrir ou de dévêtir, et qu'est-ce que le corps est censé susciter chez les personnes qui la regardent. Donc on est à cause du processus de sexualisation, souvent on se dit que c'est érotique, mais en fait c'est une signification parmi d'autres. En fait souvent c'est la nervosité qui va déclencher aussi le rire. Ça peut être aussi la honte, le dégoût, la curiosité, l'envie d'en voir plus ou moins, la colère et aussi potentiellement l'excitation. Mais donc sur cette idée de coprésence et le rapport de pouvoir que porte la nudité,
c'est aussi une façon dont elle est genrée, puisque l'histoire de la peinture classique, là vous avez circulé quelques ouvrages, mais c'est un fait assez connu, ça se repose souvent sur des nudités de femmes qui sont surprises. Bon. Donc c'est Suzanne et les vieillards, Bethsabée Urbain, Diane et Actéon, les Sabines. Alors les Sabines, c'est pas une surprise, hein. Les Sabines, c'est une histoire très claire de viol. Il n'y a pas de... Voilà. Mais et bien sûr, dans la modernité, c'est aussi le déjeuner sur l'herbe. Et voilà. Et donc c'est une histoire de coprésence de qui regarde qui est censé susciter l'excitation de qui. Et après, voilà, il y a des féministes qui vont dire que la présence voilà, de femmes nues est dégradante. Alors moi je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que c'est la coprésence, c'est les rapports de pouvoir qui fait de qui regarde qui tout le temps, enfin je veux dire, quel est le rapport majoritaire, qui fait qu'effectivement il y a une fonction de rapport de pouvoir et qui est censé générer le plaisir et l'excitation de qui, et de qui se fait surprendre. Voilà, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. C'est une surprise qui est organisée, mais qui est donc aussi une... Ce qu'on a ici aussi. Ouais, voilà. On ne regarde pas et tous les hommes voilà, elle est dévoilée. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup de... Alors, c'est pas pour dire qu'on doit censurer, évidemment, toutes ces représentations, je ne le pense pas, mais c'est pour essayer de restituer que c'est des histoires qui sont, voilà, qui sont politiques et qui portent aussi, et qui continuent voilà, d'influencer les rapports de pouvoir en ce moment. Donc là, on va passer à la deuxième partie, aux mythologies politiques. Et donc ce qu'on a vu en fait, c'est que, je pense dans les différentes interventions, c'est que maintenant, désormais, le corps nu, il est devenu comme l'emblème de la libération sexuelle. Parce que les minorités et les avant-gardes, donc les féministes, les minorités de genre et les minorités sexuelles, à la suite par exemple du mouvement des droits civiques aux États-Unis, ont beaucoup utilisé la nudité partielle comme une force de frappe politique pour se réapproprier leur corps. Et donc voilà, aussi il y a toute une tradition d'avant-garde féministe, d'avant-garde de performance féministe qui vont se réapproprier la nudité par rapport à la nudité qui est imposée dans, par exemple, la peinture classique ou dans la peinture classique, et donc c'est une façon de se la réapproprier. Et même si je ne pense vraiment pas que les revendications des féministes ou des minorités de genre et sexuelles aient été vraiment comme intégrées dans les États modernes et dans les politiques modernes, voilà, sinon par exemple on n'aurait pas des affaires comme MeToo qui sont complètement transversales et qui vont traverser toutes les couches de la société. Les États et les politiques ont comme récupéré ce corps nu, et ce corps nu comme une emblème de la liberté sexuelle à l'occidentale, dont jouiraient les sujets occidentaux, voilà, les sujets qui... oui, surtout mal, évidemment. Mais mal, c'est la catégorie générique. Non, mais oui, t'as raison, c'est la catégorie générique par défaut. Et donc du coup, le corps nu est comme l'emblème d'une liberté sexuelle nouvellement conquise, nouvellement acquise, et c'était comme la dernière liberté à conquérir. Donc voilà, c'est ce que Michel Foucault explique assez rapidement, ce qu'il explique très longuement et bien, et que je résume voilà, rapidement maintenant, dans l'histoire de la sexualité dans son premier tome. La volonté de savoir, c'est que les mouvements de libération sexuelle, enfin surtout voilà, les hippies, ils parlent pas des féministes, Foucault en général, parce que voilà, on l'aime beaucoup, mais il n'aime pas trop les femmes, de toute façon. Et comme il est placard aussi, il ne parle pas des PD et des lesbiennes, alors que voilà, mais il va parler des mouvements de libération sexuelle plus hétéros, et ils vont dire et il va contester le fait qu'il se soit enfin libéré des normes chrétiennes, des normes morales, culturelles, etc. Mais donc, en fait, je pense que donc, ce corps nu est maintenant devenu l'emblème de la nouvelle liberté censée être acquise par les sujets occidentaux, mais que c'est une norme, qui est en fait comme maintenant une inversion du processus de civilisation que tu as rapidement évoqué, Chloé, mais donc aussi à la base en fait des récits sur le progrès et la civilisation. Maintenant c'est le corps nu qui va être
la dernière incarnation de la civilisation, c'est désormais le corps nu, mais très longtemps ça a été le corps habillé, en fait. Et le processus de civilisation à l'occidentale, il est passé par un recouvrement des corps, et une association extrêmement récurrente entre la civilisation et le corps habillé. C'est-à-dire que, donc là, Chloé avait évoqué rapidement Adam et Ève, qui est voilà, un des mythes politiques fondateurs de notre culture, et qui donc voilà, porte cette dichotomie entre vêtements signe de progrès et nus primitivité, donc vêtements dignité, contrôle, pouvoir, nus primitivité, animalisation, faiblesse, manque de pouvoir. La nudité, elle a été instrumentalisée comme la primitivité, et donc c'est un alibi à la conquête et à la subjugation des peuples que les Européens sont allés coloniser et construire, et c'est une justification comme morale au vol des terres et à l'entreprise coloniale pendant très longtemps. Et donc, à partir de la non-découverte de l'Amérique par Christophe Colomb jusqu'au mouvement de décolonisation, cette nudité, elle a été instrumentalisée et elle a été vue comme une marque de la primitivité avant que les États modernes se reconfigurent à la suite des revendications des minorités sexuelles comme désormais une marque de progrès de civilisation. Et donc ce que je vais expliquer, c'est que selon qui est nu, le regard qu'on va porter, ou le discours qu'on va entendre va être très différent à cause de ces histoires politiques qui sont extrêmement différentes. Et même maintenant, du fait que le nu est comme une question quasiment nationale, voire nationaliste, c'est l'inverse, le fait de qui va être couvert, voire trop couvert, qui va être lu comme un signe d'arriération et de primitivité religieuse. Là, je pense évidemment aux affaires du voile ou du burkini. C'est-à-dire que maintenant, les femmes qui sont trop couvertes, c'est elles qui sont arriérées. Et, en raison de motifs religieux ou d'une soumission à des idéologies religieuses qui n'entrent pas dans la configuration de l'État national et laïque. Et donc, du coup, ce que je voulais essayer de faire comprendre, c'est que selon les corps qu'il apporte et selon aussi l'histoire politique qui a façonné ces corps dans la société française, c'est un élément et un lieu de mémoire extrêmement compliqué et différent, mais c'est un lieu de contrôle des corps. Voilà, c'est un des principaux lieux de marquage et de contrôle des corps, c'est cette question de la nudité et qui va être autorisé à révéler quoi, quelle partie de son corps, quand et face à qui. En fait, parce que donc à la fois ça peut être nationaliste d'être en bikini, mais c'est antinationaliste de porter un burkini. Enfin, je veux dire, et tout ça, ça existe dans le même espace en fait. Mais c'est-à-dire que c'est pas les mêmes populations qui vont être ciblées par les mêmes histoires et par les mêmes instruments d'utilisation et par les mêmes discours par rapport à la nudité, et c'est pas les mêmes mémoires non plus. Parce que par exemple, voilà, je vais terminer rapidement, mais on a vu que pour vous dire que aussi le fait que les revendications des minorités sexuelles ou des minorités ou des avant-gardes féministes, elles sont mobilisées sans avoir été en fait vraiment intégrées, sinon on n'aurait pas des réactions au spectacle Middlesex comme on a eu en fait. Si je veux dire, c'était pas un problème d'une nudité qui est conscientisée, qui est politique, il n'y aurait pas ce genre de réaction. Voilà. Mais aussi, et même si on parle en grande majorité de comment c'est le corps des femmes qui est contrôlé par rapport à la nudité, il y a aussi effectivement un lieu de marquage, c'est-à-dire que par exemple un homme peut effectivement se balader topless, mais si par exemple il décide de révéler une autre partie de son corps et de porter un short court, là aussi il va avoir de la réprimande sociale par les insultes, etc. Donc c'est-à-dire que la question de la nudité, elle est en fait extrêmement ciblée et complexe selon les individus et selon les situations, et pour légitimer cette idée qu'il y a une liberté sexuelle, mais qui en fait est d'abord hétérosexuelle et circonscrite à certains sujets. Donc voilà, j'espère que j'ai...
J'espère que j'ai pu donner des éléments pour contextualiser et faire réfléchir à la manière dont le corps nu est utilisé dans différents discours. Et donc c'est un lieu de ciblage et de contrôle extrêmement précis des corps, et toujours maintenant. Cette idée qu'on aurait atteint la libération sexuelle, c'est faux. J'espère que c'est clair. Après, bon, bien sûr, on peut en discuter, hein, mais voilà. Et donc, le corps nu, selon les discours, par exemple, dans le discours médical, il va être utilisé pour faire dire la vérité sur le genre, dans un discours patriarcal ou machiste pour dire l'infériorité physique et morale des femmes, ou dans les discours racistes pour dire la primitivité et ou la libération religieuse des personnes non blanches. Et tout ça, ça coexiste en même temps.